prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e numéro et nous allons aborder la première moitié du mois de décembre 2020. On approche de la fin de l'année, il est temps que cette année se conclue, on va pas se mentir. Après, ce 2021 sera mieux, j'en suis pas si sûr, on verra bien, je suis pas là pour commenter l'actualité politique. Mais par contre, l'actualité cinéma, oui. Pour le sommaire de cette émission, nous allons évidemment commencer par les actus. Ensuite, nous aborderons quelques sorties de 2020 avec His House, Play, Uncut Gems ou encore Yes God Yes. Pas de film d'avant 2020 pour cette émission. J'ai privilégié les rattrapages 2020 en vue évidemment du bilan cinéma 2020 qui sortira en janvier, parce qu'évidemment il y aura un bilan cinéma. Et nous terminerons l'émission avec la deuxième partie du vice versa qui a été initialisée dans l'émission précédente, où cette fois-ci on aura le film de Marie, le film que je lui ai imposé entre guillemets. Pour l'instant elle n'est pas là, elle apparaîtra avec pour du montage, elle apparaîtra en fin d'émission. Donc voilà, on est donc parti pour les actus. Bon, les actus, rien de folichon, j'ai trouvé 3 actus. C'est pas dingue, mais bon, c'est mieux que rien. Tout d'abord, alors, dans l'émission précédente, j'avais parlé de la possible réouverture des cinémas le 15 décembre. J'étais peut-être un peu naïf, parce qu'effectivement, ça n'a pas réouvert à l'heure actuelle, bien au contraire. Le gouvernement et M. Castex avaient donc parlé du 7 janvier 2021 pour la réouverture, mais en fait non, le 7 janvier, ce sera la décision de la nouvelle date de réouverture. C'est-à-dire qu'en fait, le 7 janvier, ils considèrent qu'ils auront assez de visibilité sur le contre-coup des fêtes, pour pouvoir prendre une décision, après vis-à-vis de l'évolution de l'épidémie, etc. Donc en fait, c'est même pas le 7 janvier que ça réouvrira, c'est-à-dire que c'est le 7 janvier, c'est le 7 janvier qu'ils vont décider la nouvelle date, et donc certains sont assez pessimistes et ne pensent que ce sera pas avant février, voire mars. Moi, je pencherais pour février, j'espère, en tout cas. C'est déjà long, jusqu'à février, mais bon, donc voilà, c'est la merde. On va pas se mentir, c'est la merde. D'autant plus, deuxième actu, Warner, un des plus grands studios américains, qui décide de sortir tout son catalogue 2021, simultanément au cinéma et sur HBO Max, leur plateforme de streaming, enfin de SVOD pardon. C'est une connerie monumentale, déjà parce que bon, les salles de cinéma n'ont pas besoin de ça en ce moment, et surtout, quelle idée, parce que ça va favoriser totalement l'achat illégal en fait, parce que sans l'exclusivité salle, et donc juste en mettant leur film sur leur plateforme de streaming, enfin de SVOD, je vais y arriver, on sait très très bien que une fois qu'un film, une série est mise en ligne sur une plateforme de streaming, tu peux dire que 2 heures après, elle est disponible partout en téléchargement illégal en 1080p, tout ce que tu veux. Et ça va être le cas pareil. Donc pourquoi les gens iraient au cinéma s'ils peuvent voir le film depuis chez eux sans avoir même à payer pour leur plateforme à la con? Donc c'est une décision stupide qui va favoriser le téléchargement illégal, et j'espère vraiment que ça va se planter cette décision. Et il y a notamment Christopher Nolan et Denis Villeneuve qui ont vivement critiqué cette décision. Christopher Nolan, qui est donc sorti Tenet avec Warner il n'y a pas si longtemps que ça. Donc effectivement, lui qui est un grand défenseur des salles de cinéma trouve que c'est totalement idiot. Il a même dit, je cite la phrase parce que c'est quand même du très très lourd: certains des plus grands cinéastes et des plus importantes stars de notre industrie se sont endormis la veille en pensant qu'ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés le lendemain en découvrant qu'ils travaillaient pour le pire service de streaming. Boum. Christopher, il est là. Christopher, c'est le bro, il est là. Et en même temps, il a un peu raison. Et Denis Villeneuve qui gueule, alors, pour une raison bien plus légitime en plus, c'est parce que, alors, le catalogue 2021 de la Warner, dans la grande majorité, on s'en fout un peu. C'est vrai qu'on parle de Wonder Woman 84, de Godzilla vs Kong, rien à foutre. Par contre, il y a Dune, de Denis Villeneuve, donc, nouveau film de Denis Villeneuve, adaptation évidemment du roman de Frank Herbert, classique de la science-fiction. Donc, possiblement, le film pourrait sortir directement sur HBO Max. Vous imaginez un peu l'angoisse? Dune. En plus, Denis Villeneuve a dit que c'était peut-être son plus grand film, son film le plus ambitieux. Il est désespéré que les gens ne puissent pas le découvrir en salle, parce que c'est un film qui a été fait pour être découvert en salle. Bien sûr, c'est un blockbuster de grande envergure. Donc bien sûr qu'il gueule, bien sûr. C'est absolument horrible de faire ça. Vous imaginez Dune sur un écran de téléphone? Oh non, faut pas lancer ce débat. Alors selon eux, ils vont faire cette stratégie uniquement en 2021. J'ai envie de te dire MDR. Parce que si ça marche, je vois pas pourquoi il continuerait. Enfin, je vois pas pourquoi il ne continuerait pas à faire comme ça en fait. C'est pour ça qu'il faut pas que ça marche. C'est pour ça que. Alors, je suis contre ça en règle générale, mais franchement, téléchargez les films. Ne payez pas pour leur connerie de plateforme. Donc en plus, en France, elle est pas encore là. Elle va arriver bien plus tard. Voilà, vous voulez voir le film, téléchargez-le. N'ayez pas honte de le faire. Quand vraiment des studios font ça, faut pas avoir honte de le faire. Moi, j'ai aucune honte à dire
que déjà, pour l'instant, la saison 2 de Mandalorian, je la télécharge illégalement comme un gros porc. Saul, le nouveau Pixar, je le téléchargerai comme un immense porc. Parce que Disney, c'est pas bien ce qu'ils font. Putain, je voulais pas parler de Disney. Tant pis. ils prennent un petit ticket en même temps. Parce que voilà, et ça sorti en salle, j'y serais allé avec grand plaisir. J'aurais payé mon tarif plein. Bon, j'ai une carte UGC limitée. Mais j'aurais fait le déplacement avec immense plaisir. Je l'aurais fait. Même si c'est Disney. Parce que c'est un Pixar que j'avais très envie de voir. En plus, qui a l'air merveilleux. Tous les retours sur le film sont absolument merveilleux pour l'instant. Donc ça me fait chier de devoir le voir chez moi. Donc je ne payerai pas pour leur connerie. Et là, ça va être pareil. Si vous voulez voir les films, ne payez pas pour leur connerie. Par contre, j'espère vraiment que Dune sortira dans la salle française. Hein. J'espère vraiment que ça sera le cas. Parce que sinon, quelle angoisse. Quelle angoisse. Voilà. Et dernière actu, c'est les nominations des prix Lumière qui sont tombées. Alors les prix Lumière, donc ce sont des récompenses cinématographiques pour le cinéma français. Et disons que c'est un peu l'équivalent des BAFTA des Oscars. C'est vrai que vraiment, c'est un excellent indicateur pour les Césars. Si on peut faire... alors j'ai toutes les nominations sous les yeux, je vais essayer de dégager un peu les tendances, les trucs qui me paraissent intéressants. Donc on a évidemment pas mal de nominations pour le film La Barbe du Pontel, Adieu les cons. On a meilleur film, meilleure mise en scène. On a meilleure actrice pour Virginie Fira. On a meilleur acteur pour Albert Dupontel. Jusqu'ici, il n'y a absolument rien de choquant. C'est un des meilleurs films français de l'année, sans aucun doute. On retrouve aussi beaucoup de été 85 de François Ozon, donc meilleur film, meilleure mise en scène. Révélation masculine pour Félix Lefebvre, et Benjamin Voisin. C'est-à-dire que les deux sont nommés en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont pas nommés séparément, ils sont nommés ensemble. Ce que je trouve assez fort. Et c'est vrai que les deux le méritent amplement. J'ai une toute petite préférence pour Benjamin Voisin, mais les deux le méritent amplement. On a Mai Wen qui est nommée pour la meilleure mise en scène, pour ADN, et je crois que c'est la seule nomination qu'elle a. Et, ah si, pardon, je l'ai pas dit, en meilleur documentaire, on a la nomination évidente de Adolescente de Sébastien Lefschitz. C'est un excellent film, un excellent documentaire, dont j'avais parlé dans un jeu de ciné, je sais plus lequel exactement, mais bon, pareil, un des meilleurs films français de l'année, sans aucun doute. Il y a de belles choses, et ça promet, je pense, beaucoup de belles choses aussi pour les Césars, en sachant que les Césars, c'était Roche Dizem, je crois, qui a été nommé, enfin qui a été, qui a été désigné comme étant le président de la cérémonie. Très bonne nouvelle, excellent acteur et quelqu'un de très humain, donc très content de cette décision. Donc voilà, je pense que les Césars peuvent être intéressants. Et de toute façon, évidemment, on en reparlera avec les vidéos prédictions, résultats, bien sûr que je les ferai aussi cette année, il n'y a pas de raison. Voilà pour les actus, on passe aux sorties de 2020, et on commence avec His House, réalisé par, alors j'espère que je vais bien le dire, Rémi Weekes, W-E-E-K-E-S. J'ai l'impression de faire Eddie Malou comme ça. W-E-E-K-E-S, Weekes, je ne sais pas du tout comment on prononce, je suis désolé. Production originale Netflix. His House est donc un film d'horreur, plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que c'est pas évident non plus. Et disons que c'est un film qui fait penser un petit peu à Relic, dont j'avais parlé il y a 2-3 émissions de ça, puisque Relic était aussi un film d'horreur, mais qui finalement utilisait l'horreur comme prétexte pour raconter autre chose. Dans le cas de Relic, c'était raconter une espèce de filiation, de transmission intergénérationnelle et de la famille, tout simplement. Là, dans ce film, l'horreur est utilisée pour un contexte politico-social, avec notamment l'immigration, puisque c'est le sujet du film, hein, c'est-à-dire que c'est un couple... c'est un couple de... Alors attendez, je sais plus de quel pays ils viennent, faut pas que je dise de bêtises... Enfin bon, c'est des réfugiés. Ils viennent du Soudan, voilà. Donc ils fuient le Soudan pour arriver en Angleterre. Ils sont logés dans une maison un petit peu je sais pas comment on appelle ça, mais en gros c'est une maison dans laquelle ils sont obligés de rester en attendant d'avoir une situation régulière. Sauf que il va se passer des événements étranges dans cette maison, sans trop en dire. Et donc voilà, encore une fois, l'horreur est utilisée pour un contexte politico-social. C'est-à-dire que l'horreur est un prétexte pour raconter autre chose. Et comme dans Relic, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt bien foutu. C'est pas un film d'horreur simple, pas un film d'horreur où il faut se limiter à ce qu'on voit. Il y a aussi beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de symbolisme derrière tout ça. Et c'est bien foutu, les scènes horrifiques sont plutôt bien foutues. Pas spécialement originales, mais on a quand même quelques frissons. Ça joue bien, il y a plutôt une bonne mise en scène. Il y a quelques scènes qui sont vraiment bien foutues. Il y a beaucoup d'idées visuelles aussi, je trouve, que j'ai trouvé vraiment très très intéressantes. Quelques maladresses, tout de même par-ci par-là. Après, le film a mérité d'être court et d'être assez intense. Donc ouais, bonne surprise. Si vous avez aimé Relic, c'est un film qui est un peu dans la continuité, donc vous pouvez vous jeter dessus, pardon.
également. Nous continuons avec Play, réalisé par Anthony Marciano, qui est sorti, lui, le tout 1er janvier. Ça se dit pas, le 1er janvier 2020. Donc, le 1er janvier 2020, il est sorti. C'est en salle, évidemment. Hein. Le 1er janvier, c'était pas encore totalement la merde. Une petite surprise française, puisque le film avait eu pas mal de bons retours, et les gens étaient surpris, parce qu'au casting, on retrouve notamment Max Boublil, qui n'avait jusqu'alors pas fait de grands chefs-d'œuvre dans sa carrière, on va pas se mentir. Et c'est effectivement une bonne surprise. Attachante et touchante, qui vise souvent juste. La particularité de long métrage, c'est que c'est un espèce de found footage. C'est-à-dire qu'en fait, le début du film, on a une espèce de mise en abîme où le personnage principal, donc interprété par Max Boublil, dit au début, bah voilà, j'ai retrouvé des cassettes de mon enfance, de mon adolescence, et donc je vais tout vous montrer. Et donc, un peu comme dans The Visit de Shyamalan, il y a une espèce de film dans le film. Pendant le film, il parle d'un montage. Il parle d'un montage qu'il fait. Et en gros, le film serait le montage qu'il a fait. Un peu comme dans The Visit, parce que pareil, dans The Visit aussi, on voyait le personnage principal monter des éléments du film qu'on est en train de voir, tu vois. Donc il y a une espèce de... Donc, voilà, donc, même procédé ici qui fonctionne très très bien, qui est très original. Enfin, très original. Qui au moins rend le truc pas trop classique, disons. Et donc ouais, c'est un film qui se déroule à peu près sur 3 périodes. Donc la préadolescence, la fin de l'adolescence, jeune adulte, et la trentaine, machin, enfin l'adulte quoi. Et donc on va voir donc la relation entre le personnage de Max Boublil, interprété par d'autres acteurs quand il est plus jeune, et son groupe d'amis, et comment ça va évoluer au fur et à mesure. Parce qu'en fait voilà, l'idée c'était que le personnage filmait tout en fait. Et dès qu'il a eu une caméra à sa disposition, il a commencé à vraiment tout filmer de sa vie. Et donc voilà, on va voir un montage de tout ça. Et c'est vraiment, voilà, encore une fois, ça marche très très bien. Il y a beaucoup de bonnes idées. C'est très drôle aussi, il y a des passages vraiment très drôles, des passages très touchants, qui visent très juste. Il y a beaucoup de sensibilité dans ce film, il y a beaucoup de... On a l'impression que c'est un portrait autobiographique du personnage de Max Boublil lui-même. Je dirais quand même que j'aurais un petit reproche sur la dernière demi-heure, je dirais, qui va un peu plus dans le côté comédie romantique. Et le problème, alors c'est pas tant un mal en soi, mais c'est juste que ça devient très classique dans son déroulement. C'est-à-dire que la partie comédie romantique est assez cliché et attendu, ce qui est un peu dommage. Le film aurait peut-être eu un peu plus de force s'il était plus subtil de ce côté-là. Et voilà, et donc du coup il y a aussi quelques faussetés dans le jeu des acteurs, je trouve, et quelques maladresses. Un peu comme dans tous les found footage, tu te dis pourquoi il a pas coupé là, pourquoi ça c'est comme ça. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très très bien. Je pense notamment en fait à la reconstitution historique, entre grosses guillemets, parce que bon, le plus vieux qu'on voit c'est dans les années 90, mais malgré tout, c'est une époque. Et franchement, c'est crédible de ouf. C'est-à-dire qu'à un moment, la scène moi qui m'a marqué, c'est il y a une espèce de reconstitution de la finale de la Coupe du Monde 98, où vraiment donc le groupe d'amis est donc à Paris ils regardent un écran géant avec plein de monde autour, et franchement c'est crédible. T'y crois totalement, t'as l'impression qu'ils ont trouvé des images d'archives et qu'ils ont implanté les acteurs dedans. Mais non, ils ont tout retourné pour le film. Et vraiment, franchement, avec la qualité de l'image, c'est ultra crédible. Ça, pour ce genre de truc, c'est ultra impressionnant. Il y a vraiment des scènes comme ça qui sont très impressionnantes, où la reconstitution historique, encore une fois, ça date de 20 ans, c'est pas non plus énorme, mais faut le faire. Voilà, c'est crédible. Donc dommage pour cette partie un peu comédie romantique à la fin qui gâche un petit peu le truc. Mais voilà, sinon c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et je voulais dire un dernier truc et j'ai oublié. Oui, aussi la musique, la bande originale, il y a beaucoup de musique utilisée dans le film. Très populaire, il y a une espèce de quintessence de la BO des années 90, et ça fonctionne bien. Il y a aussi des références cinématographiques, je dirais pas trop à quoi, pour pas trop spoiler, mais en gros de classiques des années 90, des films qui ont vraiment... de films cultes des années 90, notamment deux, que je citerai pas ici, parce que je veux garder la surprise, et c'est plutôt rigolo. Très bonne surprise, pas parfait non plus, vraiment il manquait pas grand chose pour que ce soit vraiment très bien, mais c'est quand même vraiment bien. C'est une bonne surprise de 2020, c'est une bonne surprise française de 2020, et j'ai l'impression qu'il ne sera nommé nulle part dans les Césars ou quoi, et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes choses dans ce film. On continue avec Uncut Gems, réalisé par les frères Safdie, Joshua et Benny Safdie. Pareil, production originale Netflix, qui est elle sortie en début d'année également, le 31 janvier, de ce que je vois. Film qui avait fait beaucoup parler de lui... puisque c'était un petit peu le retour d'Adam Sandler à un rôle sérieux, lui qui était habitué à des comédies un peu concon, et le film avait beaucoup surpris, et pour cause, le film est vraiment très bien. Là par contre, c'est un film qui ne vole pas sa réputation, c'est clairement un des meilleurs films de l'année. Alors c'est un film qui est très bruyant, ça a beaucoup été dit, c'est un film très bruyant. Dès le début en fait t'es agressé, parce qu'il y a des dialogues qui fusent dans tous les sens, tout le monde crie beaucoup. Il y a une espèce d'hystérie constante dans le film, qui peut être très épuisant,
mais ça fonctionne parce que du coup t'es vraiment immergé dans cette ambiance chaotique, constamment, le personnage est jamais en sécurité. C'est ça que je trouve très très fort, c'est que vraiment t'es constamment en stress pour le personnage, qui en plus lorgne toujours, parce qu'il essaie toujours d'arnaquer tout le monde, tout en étant safe, tu vois, et tout ça pendant plus de 2 heures, et ça fonctionne vraiment très très bien. On voit pas le temps passer, c'est absolument passionnant, c'est en plus très très bien réalisé, les acteurs sont excellents, Adam Sandler est donc extrêmement bluffant, il est extraordinaire, on a aussi la révélation Julia Fox par exemple, c'est brillant, le final est brillant également, le final est une puissance rare. Là pour le coup, contrairement à Play, on a un final qui est extrêmement fort, puissant et franchement pas attendu. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire en fait, c'est vraiment très très bien. Et ça m'a donné beaucoup envie de voir d'autres films du duo Safdie, notamment Good Time, avec Pattinson, qui pareil a une très bonne réputation, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc Uncut James, si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est une vive recommandation. Et dans la sortie de 2020 que je vais aborder, c'est Yes, God, Yes, réalisé par Karen Maine, M-A-I-N-E. Encore une fois, j'espère que je prononce bien. Alors, film qui est sorti directement en VOD et DVD. Enfin, pas en DVD, mais en tout cas en VOD. Alors, Yes God Yes, à la base, c'est un court-métrage de la même réalisatrice qui était sorti en 2017, je crois. C'est ça. C'est un court-métrage qui était avec l'actrice Natalia Dyer. Enfin, je pense que je prononce bien, D-Y-E-R. Que vous connaissez sûrement parce qu'elle a joué dans Stranger Things. C'est celle qui joue Nancy dans Stranger Things, donc la grande sœur de Mike. Je me rappelle assez peu des personnages de Stranger Things, c'est terrible, mais oui, il me semble que c'est ça, oui, voilà. Donc, où, en gros, l'histoire, c'était donc le personnage, c'était Alice, donc interprétée par Natalia Dyer, qui en gros est fait partie d'une famille très 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 catholique, mais vraiment vénère, et qui donc fait ses études dans une école catholique, etc. Et qui, en gros, va découvrir sa sexualité, dans un contexte où, par exemple, la masturbation est totalement interdite, est un péché. En gros. Et donc il y a un court-métrage qui durait à peine 10 minutes qui est sorti. Et donc là, ce film, c'est l'adaptation en long du court-métrage. Alors j'ai regardé le court-métrage avant de voir le film, je vous en ai pas parlé parce que les courts-métrages, je considère que c'est pas forcément intéressant à analyser. Mais en tout cas, j'avais bien aimé le court-métrage, qui était pas mal de bonnes idées. Alors la technique était pas... c'était pas un film avec beaucoup de cachets ou quoi, mais ça c'était tout à fait correct. Je trouvais juste qu'il y avait quelques faux raccords, mais globalement c'était... honnête, techniquement, ça jouait très bien, Natalia d'ailleurs crevait l'écran totalement, il y avait quelques scènes qui étaient assez cocasses et drôles, parce qu'il y a aussi une critique justement de tout de ce côté très catholique, extrêmement pieux, alors qu'en fait c'est que de la poudre aux yeux, disons, sans trop en dire. Et donc le film suit un peu cette même idée, on a toujours le personnage d'Alice, on a toujours cette histoire de catholicisme, etc. assez extrême, et du fait qu'elle découvre sa sexualité, et qu'elle a vraiment pas très envie de se contenir, disons. C'est très bizarrement dit, mais bref. Mais évidemment, il y a 1 heure de plus par rapport au court-métrage de contenu, et donc évidemment, il va se passer d'autres péripéties. Mais je dois dire que le long-métrage est un peu décevant, parce que finalement, effectivement, il y a 1 heure de film en plus, et la fin est la même entre le court-métrage et le long-métrage. Et c'est là que tu te dis que c'est quand même un aveu d'échec. Pour arriver à la même conclusion avec 1 heure de film en plus, c'est qu'un souci. D'autant qu'en plus, alors, le film reprend pas mal de scènes du court-métrage, sauf qu'elles sont, je trouve, elles sont mal placées, je dirais. C'est-à-dire qu'un exemple tout bête, je vous spoil juste le début, le court-métrage commence par une scène, Natalia d'ailleurs, le personnage de Natalia d'ailleurs, Alice est chez elle, et donc ça se passe dans les années 90 je crois, ou début des années 2000, donc il y a aussi un petit peu une reconstitution historique entre grosses guillemets, et du coup elle va être dans un chat, et elle va discuter avec un autre garçon, ils vont commencer à faire un petit peu du sexe virtuel, disons. Et la scène juste après, on découvre qu'elle est dans une église catholique, etc. Enfin, une école catholique, etc. Que ses parents sont très croyants, etc. Puis voilà, la scène enchaîne avec la masturbation, c'est un péché, etc. Donc, le fait de commencer le court-métrage par ça, t'as la surprise. Que du coup, tu te dis, ah ouais, en fait cette jeune fille-là, dans le contexte où elle est, c'est quelque chose de grave qu'elle fait. Alors que le film commence par un cours sur, oui, pas de sexe avant le mariage, etc., etc. Et après, il y a cette scène où elle a son chat, machin, truc. Et ça fonctionne beaucoup moins déjà. Et donc voilà, après il y a une espèce d'idée de thérapie qui va suivre pendant 4 jours, etc. Et toutes les idées du court-métrage sont rebalancées, mais de façon très maladroite. Il n'y a pas de plus-value. Et d'autant qu'en plus, les défauts du court-métrage sont ici amplifiés puissance 1000, parce qu'il y a encore beaucoup de faux raccords. Franchement, parfois, il y a des faux raccords dégueulasses, ce qui fait que le montage parfois est assez horrible. Après, ça reste correctement réalisé, il y a quelques jolis plans. Mais ouais, non, vraiment le montage et les raccords sont assez médiocres, hélas. Les personnages secondaires sont sans saveur, c'est-à-dire que vraiment, ils sont presque inexistants, ils sont très...
enfin, ils sont pas intéressants. Alors, heureusement, le personnage de Alice et, a fortiori, Nathalie d'ailleurs, est excellente, encore une fois, dans ses expressions, dans ses mimiques, dans sa façon de jouer. Elle est vraiment magnétique et elle dégage quelque chose d'assez fort. Et donc, elle tient le long métrage à elle toute seule, sans aucun souci. Ça n'empêche pas que vraiment, il y a pas de plus-value par rapport au court métrage. Le film ne propose pas grand-chose de neuf. Et voilà, pour arriver à la même conclusion, d'autant qu'en plus, encore une fois, je vais pas vous spoiler la fin, mais en gros, dans le court-métrage, la scène finale est assez rigolote parce qu'elle n'est pas préparée, alors que dans le film, 2-3 fois, on nous prépare à cette scène finale. Et du coup, ça fonctionne pas. Il n'y a plus l'élément de surprise. Surtout quand tu arrives au court-métrage avant. C'est dommage. C'est clairement dommage. Ça n'empêche pas qu'il y ait des bonnes idées, évidemment. Ça n'empêche pas que c'est tout à fait sympa à regarder. Ça dure 1h15 en plus, c'est vraiment très court. Mais par rapport au court-métrage, je vois pas l'intérêt. Donc je vous dis, allez plutôt sur le court-métrage, je sais pas où vous pouvez le trouver, mais je recommanderais plus le court-métrage que le long-métrage. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la réalisatrice, et je pense quelqu'un à en suivre, parce qu'en plus c'était son premier film, tout de même, il faut quand même aussi saluer ça. Et Nathalie d'ailleurs, bah ouais, très bonne actrice, et je pense qu'elle peut aller loin. Si elle fait des bons choix de rôle, elle peut aller très très loin. En tout cas, elle le mériterait amplement. C'était donc tout pour ces sorties de 2020, et donc pour Yes God Yes. Comme je vous l'ai dit dans le sommaire, il n'y aura pas de film sorti avant 2020, pour la première fois dans cette émission, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai privilégié le rattrapage 2020 pour le bilan cinéma à venir. Par le pouvoir du montage, Marie est apparue. Bonsoir Marie. Bonsoir. Ça roule ou quoi? Ça roule. Qu'est-ce que ça fait ce soir? Pardon, je m'emballe. Et donc, temps du vice-versa. Donc, deuxième vice-versa, pour rappel très vite fait du concept. En gros, on impose un film à l'autre selon un thème que j'ai plus ou moins inventé. Pour ce deuxième vice-versa, le thème était donc un film que l'autre n'a pas aimé et qui avait plus de 5 de moyenne sur Sens Critique. Donc moi, on m'a imposé, entre guillemets, Massacre à la tronçonneuse, dont j'ai parlé dans l'émission précédente. Et maintenant, c'est à ton tour, Marie, de parler de film que je t'ai imposé, entre guillemets. Enfin, pour être plus précis, tu as choisi le film parmi une liste de 4 ou 5 qui correspond aux critères que j'ai dit. Et donc, tu as choisi Aquaman. Réalisé donc par James Wan, je t'en prie. Tout à fait. Donc, réalisateur asiatique James Wan, qui est réputé en fait pour la mise en œuvre de films horrifiques, puisque c'est lui le réalisateur de Saw, de Conjuring, entre autres, et qui a fait donc ses preuves dans les blockbusters, en réalisant le 7e opus de la franchise Fast and Furious. Je vais essayer de ne pas lire les différentes annotations que j'ai fait sur Aquaman. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce que tu en as pensé. C'est assez excitant. Voilà, et ben, donc ça tu le sauras. Quel suspense. C'est vrai que je partais un peu avec un a priori un peu négatif, on va dire, surtout que tu m'en as fait une descente carabinée. Oh. Si, quand même. Je te l'ai si mal vendu que ça. Tu me l'as très, très mal vendu. Mais d'un autre côté... Enfin, j'ai pas aimé, hein. Oui, j'ai bien compris. Mais d'un autre côté, moi j'avais quand même la curiosité de le regarder, parce que c'est vrai qu'au hasard de zapping, je suis tombée sur quelques séquences. Et bon, a priori, ce que j'en avais vu me donnait plutôt envie de découvrir d'en découvrir un peu plus. Déjà, le réalisateur a quand même une bonne cote. Je disais quand même, ça peut pas être si nul que ça. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. C'est vrai aussi qu'on a fait connaissance. Alors, j'ai pas fait ça dans l'ordre, mais en fait, connaissance avec Aquaman dans la Justice League. Et en fait, le personnage semblait assez énigmatique pour avoir envie d'en connaître un peu plus sur son histoire, de savoir d'où il venait et quel était son passé en fait. Moi, je trouve dans un premier temps, on va parler du côté technique de la chose, je trouvais que le metteur en scène c'est plutôt bien surpassé sur ce film, et il nous a offert une production efficace et plutôt explosive. C'est vrai qu'il avait quand même comme défi de tourner des scènes aquatiques qui soient réalistes et convaincantes. Ce qui n'est pas simple, parce que c'est impossible de tourner des scènes dans l'eau, parce que d'abord les équipements technologiques ne sont pas conçus pour ça.
Donc du coup, il a dû faire un énorme travail entre le filmage de scènes dans les décors naturels, l'intégration des effets visuels digitaux et l'utilisation de bassins remplis d'eau. Moi franchement, je trouve que le résultat est bon, même très bon. J'ai pas pu m'empêcher pendant les scènes, beaucoup de scènes de ce monde aquatique que l'on découvre, de penser à Avatar. Parce que là aussi, c'était Avatar, on faisait connaissance d'un monde totalement inconnu, avec des décors magnifiques, avec des images, et aussi là aussi des images de synthèse qui étaient simplement époustouflantes. Et moi je trouve que Aquaman, rien qu'au niveau des scènes, rien qu'au niveau de la découverte de la cité d'Atlantis, enfin voilà, on est au 21e siècle et Atlantis continue toujours de faire partie de nos fantasmes, parce que est-ce que c'est une civilisation qui a existé? Est-ce que c'est pas existé? Enfin bon voilà, le peuple Atlante, franchement, il y a toute une part de mystère là-dedans, et on découvre, on fait connaissance donc effectivement de tout cet univers, de toutes ces cités qui sont construites sous la mer. Pour reprendre donc effectivement une phrase du héros lorsqu'il est enfant, et qui disait en permanence ça déchire, et moi j'ai trouvé personnellement que ça a déchiré. Ah. Je sais que tu ne penses pas la même chose, mais moi... Surtout quand tu commences à comparer à Avatar, qui pour moi est un niveau bien au-dessus, alors il n'y avait pas photo. Oui, mais moi c'est le rapprochement entre deux mondes inconnus, et par la beauté de la faune, de la flore, tout ça, c'est... Et puis il y a Enfin, je sais pas, moi je trouve que franchement, les décors sont vraiment somptueux. Donc les personnages, puisqu'il faut parler des personnages, je les trouve intéressants, parce qu'il y a une phrase de Nicole Kidman, donc, qui était la reine Atlante, qui dit que Atlantis n'a pas besoin d'un dieu, mais d'un héros. Et je trouve que pour le coup, c'est tout à fait vrai. L'histoire, c'est que c'est donc un humain qui un jour tombe amoureux d'une sirène, entre guillemets, parce que bon, elle est plus qu'une sirène, c'est la reine. Et ensemble, ils conçoivent un enfant, un garçon, qui, de par son droit d'aînesse, donc est le roi d'Atlantis. Et donc, il doit, alors c'est pareil, je ne vais pas expliquer tout le film non plus, il doit récupérer un sceptre donc magique du roi donc de l'Atlantis pour donc prétendre réellement au trône, sachant que son demi-frère plus jeune, donc le cadet, lui en fait se veut le seul héritier et le seul prétendant au trône d'Atlantis, puisque sachant qu'Aquaman est plutôt considéré comme un bâtard, puisqu'il n'a pas été conçu dans les règles et dans les lois d'Atlantis. Je trouve que l'acteur, donc Jason Momoa, qui fait Aquaman, bah il est grand, il est beau, il est très très fort, il est très 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 tatoué, mais il a un côté comme ça un peu cabotin, voire bourru. Bon, franchement, et là j'avoue que autant parfois je suis assez adepte du comique ou des blagues ou de l'humour Marvel, DC, enfin bon bref, autant là je trouvais que franchement ces blagues étaient plutôt bon. L'humour est pathétique, hein, je suis désolé. Ouais, c'est vrai que par moments, voilà. C'est presque pire que Marvel, on se dit. Hein. Ouais, c'est vrai que... Déjà ça m'avait beaucoup énervé, ça. En plus, le film n'a pas besoin de ça pour m'énerver. Ouais, mais moi ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est... Et pourtant, Dieu sait que c'est pas un de mes trucs préférés dans les films, c'est cette connexion avec le passé, quand on le revoit enfant, comment on voit son apprentissage. Et puis c'est la transition qu'il peut y avoir entre le monde aquatique et le monde terrestre. Et entre autres, il y a tout le passage qui se passe en Sicile, qui est superbe. Et puis franchement, le fait de voir à la fois donc Aquaman et puis Mera, donc la princesse,
poursuivi donc par les gens de l'Atlantis, et puis bon, en même temps ils massacrent un petit peu la ville en Sicile, mais bon, après ça je trouve ça sympa. Non, je trouve que c'est bien fait parce qu'en plus tu suis l'un et tu suis l'autre, donc c'est vrai que tu es vraiment bon voilà, puis je trouve que les bagarres sont quand même pas mal, enfin bon, franchement je trouve ça moi j'ai plutôt très bien. Et pendant une bonne partie du film, donc le fameux Jason Momoa, je me disais, mais lui, je l'ai déjà vu quelque part. Et effectivement, c'est après, en regardant sa biographie, que j'ai vu que effectivement c'était le Khal Drogo de Game of Thrones. C'est pas qu'il avait un rôle très important, mais malgré tout, il avait assez marqué quand même le Game of Thrones. Et puis c'est vrai aussi qu'on l'avait vu dans le fameux feuilleton avec Pamela Anderson qui court sur la plage. Donc Alerte à Malibu. Ah bon, oui, il faisait aussi partie du casting de Alerte à Malibu. Il était très jeune, hein, parce que... Oui. Ça. Et aussi, on l'a vu aussi dans Stargate Atlantis, donc bon, voilà, déjà il a une carrière derrière lui qui est quand même déjà sympathique. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé Aquaman. Je suis rentrée dans le jeu. J'ai fait qu'une pause, donc c'est pour dire que voilà, donc c'est pour dire que j'ai bien accroché. L'histoire en elle-même est bon, c'est vrai que c'est un peu convenu, c'est assez convenu, mais voilà, en fait, non, j'ai bien aimé quand même le côté des personnages qui sont pas totalement gentils, pas totalement méchants, donc il y a un petit peu, et voilà, et puis je trouve que, bon, non. Franchement, voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Puis alors, j'ai beaucoup aimé aussi, peut-être que c'est peut-être pas assez mis en exergue, mais c'est sympa aussi quand même de bien voir que il y a deux mondes qui s'affrontent, le monde aquatique, le monde terrestre, et que finalement, quelque part, est-ce que tu es pas... Moi en tout cas, ça a été un peu ça, de prendre un peu parti pour le monde aquatique, parce que quand il se révolte, c'est aussi pour faire voir ce que les hommes font à l'océan. Ça part aussi il y a un petit côté écologique qui est sympa aussi, donc au niveau du film. Donc voilà, donc si je devais, puisque c'était le but du jeu, c'était de donner trois points positifs. 3 points, voilà, pour arriver à dire que c'est un bon film et puis pour vous motiver à le regarder. C'est donc les personnages, parce que franchement je les trouve intéressants. Je trouve puis ils sont bien étudiés. Les décors. Enfin, je sais pas, si on passe le côté image de synthèse, franchement, ouais, mais... C'est une grosse étape, hein. Moi, ça me... Oui, mais dans Avatar aussi, on le voit bien que c'est des images de synthèse. Et pourtant... C'est tellement mieux fait. C'est tellement mieux fait dans ce qu'il faut, c'est se laisser prendre à l'histoire. Ouais, et une fois qu'on est pris dans l'histoire... l'histoire... Quand l'histoire est un peu pourrie, c'est compliqué. Ça quand même le mélange de deux, pour moi, je suis désolé. Pour moi, l'histoire n'allait pas, la technique n'allait pas, donc à partir de là, c'était compliqué, quoi. Voilà, moi personnellement, j'avoue que voilà, j'ai bien aimé et je recommande, franchement. Si vous l'avez déjà vu, peut-être revoir peut-être par rapport à certains petits plus. Et puis si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage fortement à le voir. Surtout que c'est un personnage qui va revenir de toute façon. Donc il y a un Aquaman 2 qui est prévu. Donc ça va devenir plus ou moins, je pense, un personnage assez récurrent donc, du studio Warner. Alors après, comme on sait tout le bien que tu penses de Warner... j'ai hâte de voir sur mon téléphone, hein, vraiment, ça va être génial. Petite pique comme ça. Du coup, je ne pensais pas que tu ferais aussi long, je vais faire très vite. Alors déjà, je tiens à signaler que tu n'as pas mis de 3e point positif. En même temps, il n'y en a pas. Non, l'histoire, les décors, les personnages. Ah, voilà, ça te va, ça te fait 3 points positifs. Parfait. Pour moi, les 3... Mais toi, de toute façon, comme tu es complètement bloqué, voilà. Et puis c'est Warner, c'est Disney, même si de toute façon c'est un chef-d'œuvre. Oui, non, mais il y a 2 ans, Warner, ça allait. Hein. Moi, je te parle de mon avis il y a 2 ans. Hein, ça n'a rien à voir. Non, je fais très vite. J'adore James Wan. Je suis allé voir le film uniquement pour ça, parce que je n'ai rien à faire de Aquaman. Mais j'ai été le voir pour James Wan, parce que j'aime beaucoup le metteur en scène, j'adore ses Conjuring, j'adore le premier Insidious, j'adore Saw. Donc c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup le travail. Je trouve que même Fast and Furious 7, je l'avais trouvé correct. Moi, ce que j'aime chez James Wan, c'est sa mise en scène. C'est la façon qu'il a de proposer des trucs qu'on voit rarement oui. dans des... Non, mais voilà, mais j'y viens.
qu'on voit rarement dans des grosses productions, etc. Dans l'horreur, par exemple, ce qu'il arrive très bien à faire, c'est toujours surprendre le spectateur, à toujours l'amener là où on l'attend pas, à toujours mettre des jumpscares. Ça, j'ai mis des jumpscares, mais toujours de façon très intelligente, de façon très bien placée. Dans Fast and Furious 7, il arrivait tout de même, malgré la grosse machine hollywoodienne, à mettre quelques idées mises en scène. Là, c'est pareil, je dis pas que le film est plutôt bien réalisé. Le souci, pour moi, mais c'était déjà un peu le cas de Fast and Furious 7, je ne sais pas si c'est de sa faute, mais vraiment, les effets visuels, à chaque fois, ça ne va pas du tout. Il y a un souci. Déjà, tu regardes une des premières bastons du film, où t'as Nicole Kidman là, dans le passé, qui est en espèce un peu de plan séquence. La caméra se balade, etc., entre les différents trucs. C'est stylé. Sauf que la scène est dégueulasse. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Et c'est dommage, parce qu'il y a un travail de mise en scène qui est fait, et du coup, ça fonctionne pas. C'est beaucoup trop ambitieux. La technique aurait suivi, ça aurait été génial, mais ça ne suit pas. Les scènes aquatiques, effectivement, c'est pas les pires. Franchement, il y a pas mal d'idées. Le problème, c'est que quand ils se battent en costume, moi, je vois presque un jeu vidéo. J'y crois absolument pas. Il y a un problème de technique pour moi qui est juste évident. Pour moi, les personnages ne fonctionnent pas. L'histoire est beaucoup trop classique et déjà vue. Et non, 2h15, j'ai trouvé ça extrêmement long. Moi, je me suis vraiment ennuyé. Je dis pas, il y a 2-3 idées. Et après, il y a aussi des idées visuelles. Je trouve que. Je me rappelle notamment d'un plan extrêmement précis où je crois qu'il plonge au-dessous d'un bateau. Et t'as avec une lumière rouge, t'as plein de monstres qui les attaquent comme ça. Et donc tu vois la lumière qui descend, tu les vois descendre au fond. Ça, tu vois, ça c'est le genre d'image, tu fais putain, ça c'est beau, tu vois. Et malheureusement, il y a très peu de ça, c'est dommage. Donc il y a quand même quelques fulgurances, je dis pas que c'est nul à chier non plus, mais juste que c'est très moyen et que j'étais très déçu pour Jess Wan qu'il fasse un rendu comme ça. J'avais vraiment espoir et malheureusement j'avais été déçu. Pour terminer, sur un point positif, puisque faut quand même que je le défende, le film a été un énorme succès. C'est pas positif. Un énorme succès dépassant les prédictions du studio en amassant plus de 1 milliard de dollars. C'est sûr, ils ont fait du Marvel, c'est sûr. Tout en étant acclamé par la critique pour ses effets spéciaux spectaculaires, ses jeux d'acteurs et son ambition. Oh, les acteurs sûrement, après. Il est également le 5e meilleur démarrage de l'année 2018, quand le cinéma était encore ouvert. Je trouve que pour le coup, là, je vais juste émettre un petit avis complètement négatif te concernant, c'est que je n'ai pas été aussi critique sur Massacre à la tronçonneuse, sur lequel tu as été parfaitement dithyrambique, alors que c'est un film qui est juste à vomir. Ça y est, ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que pour les scènes. C'est un film qui est gore, c'est un film qui a été interdit en salle. Mais j'ai déjà dit que c'était pas un film gore. Oui. À l'époque. Mais ça, c'est ce que il y a 40 ans, c'était interdit aujourd'hui. C'est ce que tu dis. C'est pas ce que je dis. Moi, c'est pas ce que je pense. Donc, tu as le droit de penser ce que tu penses. J'ai le droit de penser ce que je pense et de le défendre. On débat. Voilà, d'accord. Non, on ne débat pas. Tu imposes tes idées. Ce qui est complètement différent. Voilà. Sur ce, j'ai terminé. Merci. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Drop the mic. Non. Non, je suis désolé, c'est un débat. Je dis pas que j'ai raison. Je dis pas que t'as raison non plus. C'est un débat. T'as aimé le film, j'en suis très content. Ça m'aurait quand même embêté que tu m'en veuilles parce que c'était nul, ou enfin que t'aies trouvé ça nul ou chiant, ou voilà. Je suis content. Au moins, ça t'a fait poser pendant 2 heures devant quelque chose. C'est bien. Moi, je suis content. Donc oui, voyez-le de toute façon. Si vous aimez Marvel, je pense que vous trouverez votre compte. C'est ça aussi qui m'embête un peu. Parce que moi, je vous rappelle que d'ici, à la base, c'était notamment Batman vs Superman. Ça, c'était intéressant comme film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis sur ce jeu de ciné qui, je l'espère, sera pas trop long après montage. Du coup, après réflexion, ça sera le dernier jeu de ciné de l'année. Il n'y aura pas de jeu de ciné pour la deuxième partie du mois de décembre. Les films que j'aurai vus pendant cette période, je les aborderai dans le bilan cinéma 2020 que je tournerai le week-end du 1er janvier. On reparlera de tout ça, de l'année 2020. Dans le bilan cinéma, donc mi-janvier, fin janvier à peu près. Donc le prochain jeu de ciné, ça sera... fin janvier aussi, je pense, dans ces eaux-là. Du coup, je pense que la vidéo sortira après Noël, donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël. Et malgré tout, on vous souhaite de très bonnes fêtes, un excellent... Maintenant, j'ai dit réveillon, c'est quoi le 24? C'est aussi un réveillon? C'est aussi le réveillon de Noël. Donc un très bon réveillon du 31. Oui, tout. Et une très bonne année par avance, 2021. On espère qu'elle sera mieux que cette année 2020. Soyez prudents. Soyez prudents, bien sûr, évidemment. Fêtez tout ça, mais en faisant attention. Et donc on se retrouve l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne soirée, journée. Bonne fête, à la prochaine. Salut! Au revoir.